Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours de technique de créativité où nous allons parler de la recherche du problème de créativité et donc plus largement des tâches qu'on a mis sous la houlette de cet explorateur, personnage qu'on a créé au cours passé. En parlant du cours passé, on va commencer le cours par un résumé de ce qu'on a vu la fois passée. On a d'abord parlé un petit peu de créativité, des a priori qu'on pouvait avoir sur la créativité et de quelques propositions donc qu'on pouvait faire comme hypothèse de départ à ce cours. Voilà, dont le but sera de développer votre créativité propre, hein, de, euh, d'améliorer vos compétences dans ce domaine-là. Ensuite, on a été un petit peu plus loin sur ce qu'était la pensée créative, donc une première définition large, et on a vu que cette pensée créative, elle était divergente, persévérante et démultipliée. On en a profité pour un petit peu explorer finalement ce que on pensait être la créativité comme une définition large et voir en quoi est-ce qu'elle doit s'imbriquer dans d'autres choses pour être comprise de manière plus étroite, on va dire. Et donc on a caractérisé deux dimensions importantes dans cette créativité. La première étant une dimension divergente vs convergente, hein, où on a vu que la créativité était donc plutôt divergente et l'analyse sera donc plutôt convergente et que ça correspond finalement avec toute une série de choses, d'états mentaux, on va dire ça comme ça, hein. Donc c'est les deux, cette première définition euh, euh, parle d'un état mental divergent ou convergent. Hein, voilà, on faisait soit l'un, soit l'autre, et on a vu avec quoi est-ce que c'était associé. L'autre dimension qui est intéressante pour regarder où est-ce qu'on en est à la créativité et se mettre la créativité par rapport à l'innovation, où la créativité finalement est une activité mentale interne, alors que l'innovation est plutôt une activité externe. Voilà, qui est en contact avec le monde. Quand je dis interne, c'est interne à votre corps, et externe, c'est voilà, dans le monde physique, dans le monde réel. Très très bien. Bon, une fois qu'on a vu un petit peu ces deux dimensions, on a été rechercher finalement comment est-ce que ces deux dimensions étaient articulées dans différents modèles théoriques qui ont été élaborés à propos de la créativité. On a vu le rythme créatif comme base, si vous voulez, euh, de- d'un premier modèle de créativité. Hein, pas tout à fait premier modèle puisqu'on a parlé de la sérendipité avant, hein. Mais voilà, premier modèle on va dire complexe. On a parlé de la boucle créative qui était assez intéressante parce que elle nous permettait de détailler un peu plus en avant les quatre métiers du créatif, hein, et donc voilà, de mettre chaque fois des petites étapes pour chacune de ces personnages qu'on a définis en fonction des deux dimensions précitées. Et puis, on a vu de manière un peu plus légère le processus du creative problem solving. On a vu bon, qu'il y avait quelques petites différences au niveau des tâches, et donc on va sélectionner ici pour le processus qu'on va se créer pour la suite du cours. On va sélectionner parfois des tâches plutôt qui viennent de la boucle créative, et puis je vais en sélectionner une ou deux du creative problem solving. Mais surtout, ce qui était assez intéressant, c'était de voir que euh, Osborne, dans son modèle, il nous propose de diverger, de converger à chaque étape du processus pour finalement euh, aller explorer quelles sont toutes les meilleures manières de faire chacune des étapes et d'en sélectionner une à chaque fois qui sera la plus correspondante au contexte actuel. Voilà. Hein, donc ça c'est intéressant parce que ça va nous permettre de complexifier un petit peu ce modèle de la boucle créative en voyant que à chaque étape, il n'y a pas qu'une seule bonne manière de trouver un problème. On va le voir aujourd'hui. Bien.
On a terminé avec le processus des 6 chapeaux de la réflexion d'Édouard de Bonneau et bon, on a un petit peu voyagé dans la signification de chacun de ces chapeaux qui était en soi déjà intéressante et on a rajouté donc à notre modèle qu'on a créé nous-mêmes, eh ben la flexibilité finalement de ce chapeau bleu et du modèle des 6 chapeaux de Bonneau qui finalement réajuste le processus à chaque étape, hein. Et donc si on met tout ça ensemble, on va s'apercevoir de deux choses. La première, c'est que chacun de ces modèles a des caractéristiques qui sont relativement similaires. Ici, j'ai essayé de chacun les aligner sur la boucle créative ou le looping créatif plutôt, pour qu'on puisse voilà, bien voir que, par exemple, avec les chapeaux de Bonneau, il y a moyen de recréer un petit peu ces différents aspects, que les personnages s'y retrouvent également, le rythme créatif aussi, et qu'on peut mettre largement en parallèle le creative problem solving avec ce looping créatif également. Euh, Maintenant, il y a certaines différences dont je viens vous parler, et donc comme modèle du cours, on a essayé de créer notre propre modèle et on est arrivé à une représentation qui ressemble plutôt à ceci, hein. Ce serait ma version personnelle de la combinaison des différents processus précédents qu'on a vus. Alors, euh, la première chose, c'est que vous retrouvez ici en vert la boucle créative. Je trouve que c'est très intéressant de l'orienter comme ça, puisqu'on voit qu'il y a un moment où de toute façon, on va devoir diverger pour amener des choses créatives. La deuxième chose, c'est que on a été rajouter les petites boucles bleues pour nous dire qu'à chaque étape, eh ben, on va diverger et converger pour choisir finalement la meilleure des techniques pour arriver à nos fins dans chaque étape précise. Et alors j'ai rajouté encore les petites boucles en rouge ici, qui nous signifient finalement qu'on peut tout à fait à chaque étape décider de revenir en arrière si jamais on estime ne pas avoir suffisamment travaillé les étapes précédentes pour pouvoir continuer. Et ça c'est important parce que ça va ça va nous aider à créer un processus qui soit lui-même créatif, donc un processus de créativité qui soit lui-même créatif, c'est-à-dire que il va être largement adaptable et contextualisable à ce qu'on va rencontrer dans la réalité, hein. Et donc ça, voilà, c'est la version que j'essaierai de suivre ici pour la suite du cours. Bien, alors rentrons maintenant dans cette aptitude à sélectionner et à définir un objectif de créativité, hein, et bon, on a bien compris que cette aptitude, eh ben, elle allait être essentielle pour pouvoir finalement avoir un bon problème en tête, hein. Non seulement qu'il doit être bon, mais en plus il doit être en tête, on doit voilà, se l'approprier afin de pouvoir par après diverger correctement, converger correctement et sélectionner les bons projets pour innover de manière utile face à notre environnement. Très bien. Alors regardons un petit peu ça. Et la première chose, c'est que c'est probablement une des étapes les plus importantes. Alors, j'ai pris ici une citation, excusez-moi, qu'on attribue généralement à Albert Einstein sans que je sois sûr que ce soit lui qui l'ait réellement dit. Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution. Bien, alors, si la véracité de cette phrase et son exactitude quant aux proportions des différentes activités est peut-être remise en doute, euh, elle nous, elle nous, elle nous met en évidence un fait qui est, lui par contre, relativement certain, c'est que la qualité du problème qu'on va choisir et la qualité de sa description
va directement déterminer notre qualité créative, c'est-à-dire le nombre et la qualité des solutions qu'on va trouver, et également le rythme auquel on va les trouver, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle ils vont nous apparaître. Donc, je pense que ce qu'il y a derrière cette phrase d'Einstein, c'est surtout, enfin, euh, peut-être d'Einstein, c'est surtout de nous dire que, ben voilà, c'est une étape auquel on doit consacrer un peu plus d'attention que ce qu'on a coutume de faire afin de faciliter la suite et donc de faciliter l'entièreté du processus. Très bien. Alors rentrons donc dans cette tâche de recherche du problème qu'on a attribuée, hein, je vous rappelle, à l'explorateur. Et je vais essayer de structurer ça en trois étapes, donc l'observation, l'imprégnation et la reformulation, qui correspondent grosso modo à trois méconnaissances que doit éviter absolument cet explorateur. La première méconnaissance qu'il doit éviter, c'est la non-découverte du stimuli. C'est-à-dire que il faut que l'observateur, et plutôt l'explorateur, soit attentif à tous ces stimuli, et il faut que ces stimuli qui se mettent dans une position pour que ce stimuli arrive jusqu'à ses sens. Alors, il y a deux choses qui pourraient l'en empêcher, c'est d'une part qu'il n'ait pas les informations qui arrivent de manière suffisante pour qu'il puisse découvrir ce stimuli, hein, et donc on va voir cette thématique surtout de veille, hein, on va dire ça comme ça, j'ai appelé ça comme ça, hein, autour d'un outil qui s'appelle les focalisations spécifiques et multiples. Et une autre chose qui pourrait l'empêcher d'être en contact avec les bons stimuli, ce serait des biais cognitifs qu'il pourrait avoir. Et donc on va pour ça utiliser, enfin je vais pour ça vous présenter un outil qui s'appelle le challenge créatif, hein, les deux outils étant d'Edouard de Bono. Voilà. Ensuite, la deuxième méconnaissance auquel l'explorateur devra être attentif, c'est la mésinterprétation du stimuli, c'est-à-dire la non-découverte du problème. Et pour ça, on va s'atteler à une tâche dite d'imprégnation, où on va décrire les associations et les interactions qui sont nécessaires pour interpréter de manière la plus correcte possible les stimuli. Et on va faire appel à deux outils pour ça, la carte mentale et la carte conceptuelle. Finalement, on voudra éviter de mésinterpréter le problème, et pour éviter ça, on va travailler à la reformulation de ce problème, et donc on va vouloir clarifier ce problème, et on va utiliser pour ça un thésaurus, et on voudra identifier les causes du problème, et je vais vous proposer pour ça le QQOQCP. Alors ces deux derniers outils, on ne les approfondira pas, mais voilà, c'est quelque chose que vous connaissez probablement déjà. Bien. Alors, avant de commencer à vous décrire des outils spécifiques qui permettent de faire le job, j'aimerais que vous arrêtiez un instant. N'hésitez pas à mettre pause quand j'ai fini mes explications pour finalement découvrir ou imaginer vous-même vos outils d'observation. C'est-à-dire que si vous avez le temps, n'oubliez pas qu'à chaque étape, on peut diverger et converger. Donc moi, je vais vous proposer quelques outils, hein, ici des outils d'observation, hein, qui vont nous permettre de regarder plus attentivement les phénomènes, les événements, hein, afin de les étudier et d'en tirer des conclusions. Mais les outils que je vais vous proposer ne sont absolument pas uniques, hein. Et donc, voilà, n'hésitez pas à
C'est peut-être un bon moment maintenant, avant que je vous remplisse le cerveau avec des outils qui sont, voilà, des outils d'école, on va dire ça comme ça, hein, de vous dire, mais finalement, moi, si je devais observer l'organisation ici de manière plus précise, ben, comment est-ce que je m'y prendrais, à quel outil est-ce que je ferais appel, à quelle technique je ferais appel. Ok, voilà. Vous pouvez recommencer cet exercice, évidemment, une fois que j'aurai fini la présentation, mais voilà. Donc si vous voulez, mettez pause maintenant. Alors, l'observation est d'autant plus importante que les idées extraordinaires, hein, résultent souvent de l'initiative de personnes qui se sont arrêtées sur des points d'intérêt qui étaient différents de ceux que les autres utilisaient, hein. Donc on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir développer ça, hein, via des outils qui sont réunis sous le vocable de focalisation. Voilà. Donc, comme je vous le disais, la focalisation, c'est d'abord un état d'esprit élémentaire. C'est-à-dire que vous allez vouloir vous intéresser à une niche inhabituelle, négligée, parce que il est clair que si vous êtes le seul à observer quelque chose, même avec des capacités créatives réduites, vous arriverez à une conclusion créative. Bah oui, hein, ce sera forcément différent de ce que les autres ont pu imaginer, puisque personne n'a observé la même chose que toi. Bien. Donc voilà, dans cette recherche de l'explorateur, il y a une notion du monopole de ce que vous voulez observer. Cet état d'esprit, focalisation élémentaire, peut s'impliquer à n'importe quel sujet, objet de la vie courante. Il existe donc bien une infinité de points de focalisation, donc aucune excuse pour ne pas être créatif de ce côté-là. Alors, on le sait, on commence cette démarche d'observation avec un objectif en tête, hein, celui d'arriver à une idée créative à mettre en application dans la vie réelle. Cependant, l'état d'esprit élémentaire de focalisation est quelque chose à développer comme une fin en soi. Vous le faites pour le faire. Ok. Et ça, c'est important d'en prendre l'habitude, c'est ça. C'est important d'en prendre l'habitude parce que le fait de le pratiquer sans pression pour trouver une idée bien déterminée, eh ben, va vous rendre meilleur dans cet exercice, hein. Souvent, la pression de trouver quelque chose va finalement vous ôter les capacités de la trouver réellement. Donc, voilà. Pratiquer cette focalisation comme un jeu, comme une fin en soi, et ça vous permettra de trouver des choses qui sont réellement créatives et qui vont réellement optimiser l'ensemble de votre processus créatif. Bien, en tant que petit exemple ici, hein, je vais vous montrer à quel point regarder quelque chose ou réfléchir à quelque chose que les autres ne conçoivent pas est important. Et ici, je vais vous prendre l'histoire de l'établi pliant de Black& Decker, hein. Les ingénieurs de Black& Decker étaient donc chargés de trouver des machines électriques, hein, c'est leur business, hein, de faire des outils électriques. Et l'un des ingénieurs, à un moment, s'est intéressé, hein, au cadre d'utilisation de ces outils. Et plutôt que d'imaginer un nouvel outil électrique, il a pris du temps pour designer, hein, cet établi qui permet d'utiliser les autres outils de manière beaucoup plus euh, efficace et sécurisante. Et finalement, cet établi plutôt, a été un des grands succès de la marque. Tout ça parce que un de ces ingénieurs avait décidé de se focaliser sur quelque chose de différent de ses collègues. Bien. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet et analysons les différents types de focalisation. Donc, on va parler de focalisation spécifique en partant de la focalisation globale à la focalisation précise, hein, donc c'est-à-dire en
variant sur la finalité de notre focalisation, hein, sans finalité globale et à finalité, à différents types de précision de finalité, on va dire comme ça, avec la focalisation précise. Et on va parler de focalisation multiple, qui est une sorte de généralisation des principes précédents, hein, sur le contexte. Euh, Focaliser, c'est quoi? C'est artificiellement créer un cadre et varier finalement à l'infini les positions de ce cadre, hein. C'est comme si on avait un objectif et que finalement on jouait avec la focale pour zoomer sur un endroit bien précis et puis redézoomer et puis rezoomer à un autre endroit précis. Bien. Alors, parlons d'abord de focalisation spécifique avec cet aller-retour entre focalisation globale et focalisation précise. Alors, parfois, le cadre est défini, hein, défini par le client, défini par l'entreprise, défini par le contexte bien précis, mais ça n'empêchera pas de faire varier la focalisation à l'intérieur de ce cadre. Parfois, il n'y a carrément pas de cadre, et donc on voudra finalement définir un cadre relativement large, hein, mais voilà, porter son regard, hein, définir une stratégie pour porter son regard vers des zones différentes de manière relativement cohérente. Très bien. Donc, pour faciliter ce raisonnement, on va d'abord définir deux catégories de focalisation, la focalisation globale et la focalisation précise, en sachant bien sûr qu'on va passer de l'un à l'autre. La focalisation globale va être une focalisation large dont le but est de favoriser la curiosité divergente. Alors, on va simplement délimiter un domaine, parce qu'il faut quand même délimiter quelque chose, hein, si on pense à tout, oui, peut-être que j'aurais dû vous parler de ça d'abord, hein, si on pense à tout, on pense à rien en fait. Notre cerveau a besoin de délimiter un cadre si on veut avoir un peu plus de profondeur dans notre réflexion. Donc, on va quand même si c'est une délimitation large, on va quand même délimiter quelque chose. Alors, par exemple, dans le dossier pédagogique de ce cours, hein, il est mis qu'on devait se référer à des situations de la vie professionnelle. Ben, ça peut être un premier cadre. Je pense au domaine des situations de la vie professionnelle, où on pourrait être un petit peu plus étroit et délimiter un secteur d'activité, hein. On pense au domaine des restaurants. Ok. Et conséquence de ça, je vais chercher des problèmes et des idées dans le domaine des situations de la vie professionnelle ou dans le domaine des restaurants ou tout autre secteur d'activité. Dès que l'on va préciser une recherche plus précise, hein, on va évidemment sortir de cette focalisation globale. Voilà, très bien. Alors, il y a des nombreux avantages à ça. La première chose, c'est que on va s'extraire de cette fameuse obligation de résultat. Quand on pense voilà, à quelque chose de relativement large, on a beaucoup moins de pression. Alors je sais bien que vous avez peut-être l'impression de remettre le travail que je vous ai demandé, mais on n'a pas de pression excessive quant à un résultat bien déterminé. Donc on va être plus enclin à pratiquer la sérendipité, c'est-à-dire à passer d'un objectif à l'autre sans gros souci, puisque ça va pas être très difficile de trouver mieux que ce qu'on en cherchait, puisque on cherchait pas grand-chose à la base. Très bien. Et en plus, on va avoir moins de freins, c'est-à-dire que si le cadre est large, on va avoir plus d'espace pour avoir de grandes quantités d'idées, on va avoir plus d'espace pour venir avec des choses farfelues, et on va avoir plus d'espace pour rebondir sur cette grande quantité de choses farfelues. Bien. Donc, si vous voulez, ça n'oriente pas prématurément les idées
susceptibles d'émerger. Alors, comme exemple, j'ai pris ici une définition qui aurait été relativement étroite, hein. Nous cherchons des idées pour réduire le coût du service en cabine sur nos vols, à une définition un peu plus large. Nous cherchons des idées concernant le service en cabine sur nos vols. Alors, on voit que la différence n'est pas excessive, hein, mais si je suis focalisé sur réduire les coûts, eh ben, peut-être que je vais vouloir voilà, hein, diminuer toute une série de services. Alors que si je j'élargis mon problème à simplement le service en cabine, eh ben là je vais pouvoir me dire, mais finalement, est-ce que c'était vraiment le coût qui était important? Je pourrais tout aussi bien augmenter mon chiffre d'affaires et avoir un effet sur le profit qui soit équivalent. Et donc je vais venir avec toute une série d'idées complémentaires qui finalement pourront aussi bien correspondre à une définition plus large de mon problème. Bien. Alors, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'objectif à la focalisation globale, enfin il y a peu d'objectifs en tout cas. C'est pas parce qu'il y a peu d'objectifs que ça nous empêche d'en formuler un par après et de vérifier si la validité des idées qu'on a eues dans la focalisation globale correspondent à cet objectif ou pas, hein. Donc voilà, c'est pas, je vous conseille pas de traîner la patte sans objectif tout le temps, mais à intervalles réguliers, vous libérer de ces objectifs pour voir si finalement vous n'arrivez pas avec des choses qui sont euh, euh, qui peuvent être complémentaires ou plus intéressantes que ce que vous avez imaginé en ayant un objectif bien précis. Voilà. Donc on pourra toujours revenir à ça plus tard aussi, la focalisation globale. Alors, je vous ai dit donc, on passe de la focalisation globale à une sorte de focalisation précise ou des différentes sortes de focalisation précises. Ici, on va donc chercher à préciser la finalité et on va utiliser différentes techniques pour ça, hein, qu'on va appeler le perfectionnement, la résolution de problèmes, les tâches, les opportunités, et on pourrait en imaginer des tas d'autres. L'avantage, c'est que on n'est pas distrait par les autres choses. On va aller aussi plus profondément dans notre analyse puisque on va regarder ça intensément en étant concentré dessus, hein. Et voilà, physiquement aussi, puisque l'explorateur il doit parfois se déplacer physiquement, et mentalement, on est plus concentré sur cette focale particulière. Alors, regardons ça un petit peu plus en détail et commençons par le perfectionnement. Le perfectionnement, c'est voilà la tentative de parvenir à un certain perfectionnement dans une direction précise. Par exemple, on pourrait se dire, nous cherchons des idées pour accélérer le passage en caisse dans les supermarchés. Ok, là on sait bien un perfectionnement du passage en caisse. Nous cherchons des idées pour réduire le coût de formation du personnel. Ok, ça, ce sera un perfectionnement. Nous cherchons des idées visant à simplifier les commandes de ce magnétoscope. Ce serait un perfectionnement. Nous cherchons des idées pour réduire le gaspillage de la nourriture au restaurant. Ok. Donc, ce qu'on a essayé de faire ici, en pratique, c'est de diviser la focalisation globale en objectifs de perfectionnement. Et ces objectifs de perfectionnement, ils sont tout à fait subjectifs, hein. Bon, voilà, je vous en ai mis comme ça quelques-uns à titre d'illustration. Si je suis dans une réflexion dans un domaine spécifique, je vais me poser la question, que puis-je améliorer dans le domaine de... hein, et je vais donc voilà, essayer de rester au niveau de ce domaine-là et de rechercher finalement des axes de perfectionnement. Et ça nourrit un petit peu mon brainstorming pour aller chercher des choses. Je vous ai mis deux exemples ici. Par exemple, si je cherche des perfectionnements au niveau comment dire, personnel, ok, niveau, voilà, hein, moi j'ai une checklist que j'aime bien qui est les trois axes physique, intellectuel et social, hein. Donc voilà, je dis voilà, comment est-ce que je peux améliorer au niveau physique? Je peux devenir plus fort, plus endurant, plus rapide, plus précis. Au niveau intellectuel, je peux devenir plus rationnel, plus concentré, plus créatif, plus sensible aux émotions, etc. Et socialement, je pourrais aussi me faire
une liste des choses que je pourrais améliorer pour avoir plus de relations sociales saines. Voilà, ou de meilleure qualité, voilà. Euh, donc, ça me permet de dire, ben voilà, je voulais améliorer ce domaine-là et de voir finalement ben, tout ce que je pourrais améliorer voilà, et d'avoir des pistes d'exploration assez claires. J'ai fait le même exercice au niveau des organisations, hein, et là, ben, je suis retombé sur une checklist que moi j'aime bien, qui sont les différents axes d'amélioration stratégique. Ah, je pourrais voilà, rendre mon organisation plus productive, plus qualitative, plus flexible, plus innovante, plus robuste ou plus cohérente avec ses valeurs. Bien. Alors, deuxième axe de focalisation précise, la résolution de problèmes. Hein. Euh, Ici, le but est d'aboutir à nos fins déchargées de ce problème ou de cette difficulté. On pourra se poser des questions du type comment pouvons-nous réduire les pertes dues au vol à l'étalage? Excusez-moi, nous devons trouver le moyen de prévenir la condensation sur les murs de la salle de bain. Ok, c'est un problème. Nous devons trouver une idée pour diminuer les bruits de la transmission pour le conducteur. C'est également un problème. Ok. En pratique, je me pose la question, mais quels sont les problèmes dans le domaine de... Voilà. Alors, il est clair que en me posant cette question, je vais probablement retomber sur des choses que j'ai déjà ou que j'ai déjà pu toucher en essayant de nettoyer les différents perfectionnements et de les analyser. Ça pose pas réellement de problème et on va voir que c'est même quelque chose de relativement récurrent en créativité de retomber sur des choses qui ont des lieux communs. Le but ici étant bien de diversifier un maximum les zones d'exploration possibles et voilà, si je retombe sur la même, ben, c'est pas grave, hein, je l'approfondis qu'une fois, et puis c'est très bien. Voilà. Le mot-clé pour faire la différence probablement entre perfectionnement et problème, c'est qu'est-ce qu'il crée une difficulté. Et alors, une fois qu'on a cet axe de difficulté, on va se poser deux choses, deux types de questions. C'est une difficulté pour qui? Ok, hein, donc se demander, ben voilà, je- j'identifie une entité, ben une personne par exemple, hein, et je me dis, ben voilà, quels sont tous les problèmes de cette personne, hein, ben par exemple, je fais ça parfois avec mes élèves, voilà, et je me dis, ben voilà, j'essaye de faire une étude de satisfaction pour voir quelles sont toutes les difficultés que les étudiants pourraient éprouver en suivant mon cours. Ok, donc je prends une partie prenante et je vais essayer de faire le tour de toutes ces difficultés et j'en aurai du coup hein, des problèmes qui pourront être résolus. L'autre axe qu'on peut avoir pour approfondir cette focalisation sur la résolution des problèmes, c'est de faire des catégories de problèmes. Voilà, hein, je vous en ai pris un exemple ici, hein, issu du Lean Management, où on a des catégories de problèmes regroupées en Muri, Mura et Muda. Hein, donc les Muri étant les problèmes liés à la charge intempestive de travail des hommes et des machines, les Mura étant liés au type de problème autour de la variabilité des résultats, et les Muda étant liés au type de problème autour des gaspillages. Hein, ça me permet de voilà d'avoir plein de zones de focalisation et d'exploration bien plus précises. Et ben voilà, si je les prends les uns derrière les autres, vous voyez que je vais pouvoir rester motivé à analyser dans le détail pas mal de choses dans mon organisation. Bien. On peut aussi focaliser de manière précise autour des tâches. Ok, ici, il s'agit de se fixer un objectif et de voilà, hein, d'essayer d'atteindre un résultat qu'on s'était ambitionné. Par exemple, je veux concevoir un réfrigérateur plat, je veux trouver le moyen de communiquer avec 5000 formateurs dispersés, hein, où nous avons besoin d'un soglant fort pour aider à remporter l'élection. Voilà. En pratique, la question que je vais me poser, c'est comment faire la différence dans le domaine de...
hein. Donc, faire la différence va évidemment me provoquer un chevauchement avec la notion de problème qu'on vient de voir, mais c'est pas grave, hein. Je fonce et j'essaie de trouver d'autres choses sur lesquelles me focaliser pour varier un petit peu mes points d'observation, hein. Euh, ben, par exemple, hein, je vous ai donné ici trois exemples. Ben, en entreprise, on a souvent un raisonnement autour de la maximisation du profit, et on peut se dire que ben, le profit, c'est les prix fois les quantités moins les coûts, hein, et donc je peux finalement me mettre au point trois types de tâches qui sont diminuer les coûts, augmenter les quantités vendues ou augmenter la valeur perçue pour pouvoir augmenter mon prix, et donc j'aurai toute une série de tâches qui vont découler de ces trois manières de concevoir les choses. Je pourrais aussi faire des catégories de tâches autour des fonctions de l'entreprise, hein, tâches administratives, de production, vente et marketing, gestion des ressources humaines, informatique, recherche et développement, communication, etc. bien sûr. Hein. Et donc voir ben, finalement quelles sont, hein, les tâches que chacun de ces départements ou chacune de ces fonctions euh, s'est attribué, et donc vous pouvoir encore diviser ça en un nombre de tâches plus précises. Bien. Troisième exemple, hein, non exhaustif bien sûr, hein, ben, c'est arriver à finalement, peut-être un peu plus moderne que les deux précédents, autour de la responsabilité sociétale des entreprises, hein, de voir que ben, la responsabilité sociétale c'est beaucoup de choses différentes, et que donc chacune d'entre elles est une tâche en soi, hein. Je vous ai mis voilà, un petit visuel là qui vous permettra, hein, je sais pas, ben, par exemple être sobre énergétiquement, et ben ce serait une des tâches que l'on peut se fixer dans l'entreprise actuellement. C'est évidemment assez important de penser à ça. Bien, alors je peux finalement, hein, essayer de faire une focalisation précise autour des opportunités, hein. Ici, c'est travailler le sens possible de l'ouverture. Je pourrais me poser des questions du type: nous cherchons des idées pour exploiter le potentiel touristique lié à la beauté de ce site. Comment utiliser cette colle qui ne sèche jamais? Petit clin d'œil à nos amis post-it. Personne ne peut plus se permettre d'entretenir de vastes maisons. Comment retirer une opportunité d'une telle constatation? La télévision par satellite devient un bon marché. Quelle perspective cela ouvre-t-il? Cette année, la Bulgarie connaît une surproduction de raisins. Qu'est-ce qu'on peut bien en faire? Bien. En pratique, la question sera: y a-t-il une opportunité liée à ce que je perçois? Ok. Et donc ça c'est important parce que ça va d'une part porter mon regard vers l'analyse de l'environnement externe à l'entreprise, hein, avec des taux d'éloignement graduels de l'entreprise, mais aussi, hein, sur l'environnement interne de l'entreprise. Et donc, on retrouve un petit peu la thématique, hein, de ce FFFR, ou SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities and Threats. Voilà. Alors, ce qui est important par rapport à ça, c'est que mais peu importe comment je classe ça dans mon SWOT, dans mon diagnostic stratégique, euh, toute observation a en elle une opportunité en puissance, hein. Si c'est une force, eh ben, c'est quelque chose sur lequel j'ai l'opportunité de m'appuyer pour atteindre quelque chose. Si c'est une faiblesse, ben, j'ai l'opportunité de travailler à des axes pour les compenser et probablement atteindre des bénéfices annexes. Si c'est une menace, ben, en mitigeant cette menace, je risque de créer des opportunités. Et voilà, voilà. Si c'est une opportunité, c'est une opportunité, hein. Mais donc, attention de bien être attentif à ce que toute chose a une opportunité latente en elle. Et donc, bien avoir ça en tête au moment de l'observation. Bien. Alors, de manière plus générique, on peut parler de focalisation multiple. Alors, la focalisation multiple, c'est une sorte de focalisation freestyle, si vous voulez, hein.
elle est différente de la focalisation élémentaire dans le sens où ici l'objectif est quand même déterminé, hein, mais voilà, on va essayer de le fragmenter en des objectifs subsidiaires. Hein. Je vous ai mis comme exemple ici, nous cherchons des idées neuves à propos d'un service d'autobus, et ben on peut se dire, on peut le subdiviser par association libre, en ben voilà, nous cherchons des objectifs autour du matériel, des objectifs autour du contrôle de la circulation, des objectifs autour de la euh, plutôt je devrais dire des idées chaque fois, des idées autour de la fréquence des bus, des idées autour du marché des transports en commun, des idées autour des problèmes liés aux heures de pointe, des idées autour de la formation des conducteurs, des idées autour de l'aménagement des véhicules, etc. etc. On n'a pas vraiment de cohérence analytique, hein, ces objectifs se recoupent partiellement, et voilà, et finalement on a essayé de dire, ben voilà, quelles sont toutes les parties auxquelles on peut penser dans mon service d'autobus, et voilà, on va essayer de voilà, les analyser de manière séquentielle sans que voilà, on ait été très structuré quant à la manière de subdiviser. Alors, c'est pas parce qu'on n'est pas obligé d'être structuré que on peut pas utiliser un outil préexistant. Hein. J'en ai mis deux ici, même trois ici, qui sont largement utilisés dans vos études de marketing. Hein, le premier, c'est le Pestel. Le Pestel, hein, c'est des choses qui vont nous permettre de structurer. C'est clair qu'il y a des aspects qui se recouvrent dans chacune des catégories. Ça nous pose pas de problème. Chacune de ces catégories est relativement bien documentée quant à ce qu'elle pourrait éventuellement contenir, et donc ça va nous donner des idées. Ben voilà, on va pouvoir prendre un outil comme ça pour pouvoir voilà, analyser notre macro-environnement et le diviser dans une certaine type de focalisation utile. Hein. Même chose pour les 5 forces de porteur, même chose pour le diagramme en arête de poisson de Ishikawa, hein, avec les 7 M qui me permettent de déterminer quelles sont les causes probables de mon problème ou de mon symptôme. Bien, donc ça ce sont des outils qu'on peut utiliser, et le principe de la focalisation multiple, c'est que utilisez cet outil, et puis n'hésitez pas à, si vous constatez que quelque chose y manque ou n'est pas suffisamment précis à votre goût dans cet outil, voilà, à faire votre propre division voilà, que vous élaboré, tout en conservant évidemment le fil conducteur de l'analyse, mais voilà, sans être prisonnier d'un séquencement quelconque. Voilà, en pratique, la question à poser est: en quelle sous-partie peut-on diviser mon problème? Voilà, hein, ou mon observation. Très très bien. Bien, alors passons maintenant au challenge créatif. Hein. Donc, la challenge créatif, on est toujours dans cette problématique d'observation, hein, mais voilà, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour contrer ces biais. Alors, la première définition à laquelle on doit faire appel pour comprendre cette problématique du challenge créatif, c'est la problématique ou la question plutôt du questionnement critique. Hein. De Bono nous appelle ça la séquence occidentale, hein, et il dit, ben voilà, en Occident, on a tendance à faire les choses de cette manière-là, on a quelque chose, voilà, on a un concept, ou une manière de faire, on va l'attaquer, la critiquer, et déclarer que finalement, elle est inappropriée quant aux choses qu'on doit réaliser. Et une fois qu'elle sera déclarée inappropriée, on va rechercher des alternatives. Hein, c'est probablement notre goût de la philosophie grecque, hein, de la dialectique, du sophisme, qui nous pousse à avoir une certaine tendance à voilà, construire notre manière de faire autour de ce questionnement critique. Alors, euh,
je dis pas que c'est mauvais ce questionnement christique, hein, je pense qu'il est absolument pas interdit de l'utiliser en tant qu'explorateur, même c'est plutôt, voilà, ça permet de voir que certaines choses sont obsolètes, hein, mais ce que De Bono nous dit, c'est que ça remet en cause ce qui est perçu comme inapproprié, et ça limite notre créativité à ce qui est perçu comme inapproprié, ok? L'autre point négatif, c'est que cette critique entraîne la défense des tenants de la manière de faire actuelle. On a, voilà, une certaine tendance à prendre cette critique personnellement et à l'interpréter comme une attaque contre notre manière de faire, ou pire, contre nous-mêmes, hein. Et donc on aura une tendance à défendre de manière excessive cette manière de faire, c'est auquel on s'identifie, et donc tout ça, c'est une perte de temps majeure. Voilà. Alors, la séquence qu'on appelle non occidentale ici, c'est-à-dire le point de départ du challenge créatif, est ici différente. On va pas critiquer, on va plutôt suspendre son jugement et on va prendre en compte ce qui existe, hein. Ensuite, on va rechercher d'autres solutions afin de pouvoir comparer des solutions nouvelles avec la méthode existante. Alors, le principe, c'est de refuser le postulat sur lequel la tradition est nécessairement juste, ok? Oui, alors la tradition existe, c'est bien, elle a certainement certaines raisons pour lesquelles elle a été mise en place, mais ça veut pas dire qu'elle est nécessairement la meilleure des solutions. Et donc, en refusant ce postulat, on va simplement s'autoriser à rechercher d'autres manières de faire, hein, et donc on va augmenter notre taux d'idées créatives en s'autorisant à chercher là où des solutions existent déjà. Ok, c'est ça le gros message derrière cette séquence dite non occidentale, hein. Cherchons aussi là où de bonnes solutions existent déjà. Bien. Alors, l'objectif va donc être de trouver un maximum de bonnes solutions pour pouvoir ensuite les comparer et choisir la meilleure. Ok. Donc, en tant qu'explorateur, ce qu'on fait, c'est qu'on se focalise d'abord sur la découverte d'autres possibilités sans remettre en cause ce qui est. On va donc se poser la question suivante: pourquoi est-ce fait ainsi? Pourquoi doit-on procéder de cette manière pour pouvoir aller vers un existe-t-il d'autres procédures possibles? Ok. Bien. Alors, comment est-ce qu'on se propose d'analyser la continuité? On se propose de répondre à la question pourquoi faisons-nous les choses ainsi, et on peut avoir plusieurs types de réponses. La première type de réponse pourrait être parce que cela a toujours constitué la meilleure façon de procéder et que cela le reste encore aujourd'hui. Et ça, c'est une manière tout à fait valable de concevoir les choses. Ça pourrait être aussi parce que, après avoir tenté d'adopter une méthode plus adaptée, nous avons constaté que le coût du changement et les perturbations que le changement induit ne valent pas la peine. Okay, il y a peut-être une meilleure solution, mais le fait de changer de la bonne solution, enfin de la moins bonne solution vers la meilleure solution, ben, le coût est supérieur au bénéfice attendu du changement. Donc, bah, ça ne vaut pas la peine de changer. Okay. Troisième manière d'expliquer les choses, parce que nous avons toujours procédé ainsi et que nous n'avons jamais rencontré le besoin ou l'obligation de changer. Et bien ça, c'est bien la notion de continuité contre laquelle on va essayer de lutter. Alors, de cette notion de continuité va découler deux types de continuité: la continuité dite des processus et la continuité dite de la pensée. Alors, la continuité des processus, elle a plusieurs types. Sa première manière est une continuité dite par négligence, hein, ben c'est probablement celle dont on vient de parler. On n'a jamais pris le temps de réfléchir car ça n'a jamais réellement posé problème.
Alors, ça, c'est quelque chose que mon explorateur, il voudra repérer, ok? Hein, les choses où on est potentiellement négligent. Alors, euh, bon, je vous présente l'explorateur ici. Donc, son boulot, l'explorateur, on sait que c'est dénicher la négligence, hein, mais dès qu'il néglige une négligence, ben, directement, ça va nous permettre d'avoir des bonnes questions pour l'artiste, hein, qui puisse prendre le temps de réfléchir, qu'il puisse mettre en place une philosophie de la qualité, c'est-à-dire une démarche d'amélioration continue, hein, pour voilà, éviter d'être négligent sur certains points. Bien. Deuxième type de continuité des processus, le verrouillage. Le verrouillage, c'est une sorte de oui, c'est ça. C'est le fait d'être obnubilé par la satisfaction de quelqu'un ou la satisfaction d'une exigence extérieure précise, hein. Et finalement, on ne regarde pas à droite et à gauche. Euh, alors, parfois, c'est bien parce que c'est le bon critère pour déterminer la performance de quelque chose, hein. Parfois, c'est dépassé. Alors, je prends souvent comme exemple l'exemple des claviers que vous avez probablement devant nous, hein, devant vous, AZERTY, hein, ben, le clavier AZERTY a été créé à un moment où l'objectif, eh ben, c'était de ralentir la vitesse de frappe des secrétaires parce que ben, il y avait une espèce de mécanique derrière les claviers et avec des balais, hein, qui devaient appliquer l'encre sur le papier, et ben, si on tapait trop vite, eh ben, ils avaient tendance à s'emmêler ces balais, et donc voilà, pour que les secrétaires tapent moins vite, on a disposer les touches de manière peu pratique, on va dire ça comme ça, hein. Si vous regardez, vous allez souvent devoir utiliser les mêmes doigts à la suite les uns des autres afin de ne pas être trop rapide. Alors aujourd'hui, on a toujours des claviers AZERTY ou QWERTY, hein, donc ils sont toujours faits pour taper de manière plus lente, alors que, ben, soyons honnêtes, ce serait tout à fait possible, hein, enfin disons qu'on n'a plus tout à fait ce problème de balai. Mais comme on est focalisé vers la satisfaction de ce client et que ben, les clients ils ont appris à écrire en AZERTY, et donc ils demandent chaque fois vous voulez un clavier comment, ben, ils disent AZERTY parce que c'est facile pour eux, hein, et ben comme on reste focalisé là-dessus, eh ben, on a un effet de verrouillage, hein, qui nous empêche ici d'évoluer. Alors, on verra que eh bien, ici, justement, il y a eu un séquencement temporel, par exemple, hein, donc il y a d'autres aspects, évidemment, qui jouent, hein, notamment l'aspect duquel on a parlé précédemment, qui est ben, probablement que le bénéfice attendu d'avoir des touches bien orientées va être inférieur au bénéfice de changer, enfin disons de changer ses habitudes et de passer d'une habitude d'un clavier AZERTY à un autre. Mais voilà. Euh, C'était juste illustratif. Alors, quelles questions est-ce que ça envoie vers notre artiste? Eh ben, quels sont les besoins et frustrations de toutes les parties prenantes, hein, voilà, bien regarder, hein, ou quels sont les autres critères de réussite, hein, les autres exigences extérieures qu'on pourrait envisager. Bien, troisième type de... excusez-moi, troisième catégorie, la présomption. Alors, la présomption, c'est un concept qui a rencontré un succès constant, et donc qu'on oublie de remettre en question parce qu'on se dit ah non, ça marche vraiment trop bien. Alors l'exemple typique, hein, qu'on vit aujourd'hui, c'est ben, le capitalisme de marché ou le système financier de manière générale, hein. On sait que ben, sur le dernier siècle, c'est un système qui apparemment a très bien fonctionné, hein, et donc aujourd'hui, ben, notamment, on a quelques grosses crises financières. Le capitalisme de marché, il faut l'admettre, amène quelques difficultés, notamment du point de vue écologique et de notre survie en tant qu'humanité. Et ben, c'est compliqué pour nous, hein, de changer de paradigme
Voilà. Hein, donc ça, ce sont des choses qu'on doit repérer et envoyer ça à l'artiste pour qu'il se pose des questions du style quel paradigme ou concept pouvons-nous développer? Quels sont les autres remèdes qu'on peut avoir pour solutionner certaines choses comme la pauvreté ou ce genre de choses-là. Bien, alors, parlons maintenant de séquencement temporel, hein, quatrième type de continuité par processus. Ici, le séquencement temporel, c'est une manière de faire qui a simplement été reprise de l'ancêtre de ce que nous faisons. Alors ici, je vous ai mis comme petite illustration un des premiers avions, et en tout cas moi, je trouve que ça ressemble vachement à un wagon de chemin de fer auquel on a rajouté des ailes. Ça doit pas être très aérodynamique ce bazar, hein, mais la raison en est probablement que les premières compagnies aériennes n'étaient autres que les anciennes compagnies de chemin de fer. Et donc les ingénieurs, ils savent faire des wagons et donc ils continuent à utiliser leur savoir-faire qu'ils ont développé dans la nouvelle industrie. Seulement, voilà, les contraintes sont plus tout à fait les mêmes. Très bien. Hein, donc, si on repère ce genre de choses, quelles sont les questions à envoyer à l'artiste, quels automatismes ou vérités sont d'actualité, éventuellement, quels nouveaux facteurs clés de succès puis-je développer. Bien, alors, quelles sont les étapes auxquelles on doit se soumettre lors du challenge des processus? On aura d'abord l'étape de l'explorateur qui devra repérer ponctuellement les concepts, les idées qui doivent essentiellement leur existence au processus de continuité, et puis mettre en place une veille permanente, c'est-à-dire un espèce de cycle avec une itération avec laquelle il va aller chercher les informations ou avec laquelle les informations vont arriver. Bien. Ensuite, et c'est bien tout l'intérêt de ce slide, c'est de montrer que ça c'est que le début. Trouver les autres manières de faire, ça va être le job de l'artiste. Et une fois qu'il aura trouvé les autres manières de faire, les comparer et en choisir la meilleure, ça va être le job du juge. Hein. Donc voilà, c'est simplement à ce niveau-ci de notre réflexion, ce challenge des processus, c'est simplement, voilà. Repérer ces différents types de continuité et regarder les différents processus, en l'occurrence dans ce contexte-ci de l'organisation, et y repérer finalement les zones où il y a ce phénomène de continuité, ou un de ces phénomènes de continuité qui peut potentiellement s'installer. Bien, alors quand même quelques points d'attention. Dans ce processus, il faudra être, je veux dire, dans ce processus de repérage, il faut être attentif à tout type de changement. Euh, Typiquement des changements au niveau des capacités. Hein, au sens large, des changements au niveau des relations et de l'environnement. Okay. C'est-à-dire que l'explorateur aura une approche systémique de son environnement. Il va regarder à l'intérieur de l'organisation quelles sont toutes les composantes en présence et quelles sont les relations entre toutes les composantes. Et puis, la, le système organisation, il va regarder finalement avec quels autres systèmes il est en interconnexion et il va analyser au niveau de chaque relation entre chaque système. Et donc ça c'est, voilà, pour être relativement complet en termes d'analyse, il faudra se représenter les choses comme ça. Très bien. La deuxième chose, c'est que il faudra aussi différencier puisqu'on est quand même en train
d'observer un environnement changeant, hein, il faudra différencier finalement les changements qui sont des variations cycliques temporaires. Ok, il faudra essayer de modéliser ça, parce que hein, ça vaut peut-être pas la peine en tout cas, il y aura moins de temps pour amortir un changement à des phénomènes cycliques comme ça, puisque c'est censé revenir dans l'autre sens. Hein, et les différencier de bouleversements radicaux auxquels il faudra forcément se préparer de manière un peu plus intense. Voilà. Alors, à côté des conditionnements des processus, on aura aussi le conditionnement de la pensée. Prenons un exemple, ce sera plus clair. Tous les matins, ben, vous choisissez librement, enfin en tout cas on a l'impression de choisir librement les vêtements qu'on va mettre pour la journée. Hein. Alors ce qu'on va faire, c'est analyser ça plus en avant et comprendre que finalement, oui, vous mettez des vêtements différents tous les matins, mais les critères que vous utilisez pour évaluer quels sont les vêtements appropriés, eh ben, ils sont toujours les mêmes. À savoir le contexte, qu'est-ce que vous allez faire dans la journée, travailler, hein, faire du sport ou voilà, être chill en famille. Quelle saison on est l'été, l'hiver, l'automne, etc. Quelle météo il fait aujourd'hui et finalement quelles couleurs ou choses vont bien ensemble. Ok, donc ce type de raisonnement, ben ça vous l'avez à chaque fois. Voilà. Et donc ce que les conditionnements de la pensée vont faire dans un premier temps, c'est dissocier notre pensée elle-même, c'est-à-dire le choix des vêtements, des facteurs qui bornent cette pensée, c'est-à-dire les déterminants du choix qu'on va appeler conditionnement de la pensée. Alors, ce que De Bono appelle challenge des facteurs, c'est en fait un examen critique et puis une remise en question des facteurs qui conditionnent notre pensée. Voilà. Alors, qu'en est-il de l'examen critique? Eh ben, on va déterminer toute une série de conditionnements de la pensée. Hein, qui souffrent d'une certaine continuité, et on va essayer de se poser des questions pour débusquer ces continuités. Hein, donc je vous ai mis les questions ici comme checklist si vous voulez. Hein, je ne vais pas vous les lire. On va regarder d'abord en détail qu'est-ce que sont ces 6 catégories de conditionnement de la pensée. Et commençons par le concept dominant. Alors, le concept dominant, c'est quoi? C'est un concept sous-jacent à notre pensée qui est manifeste ou inconscient et qui la commande, cette pensée. Ok. C'est voilà, quand on est face à un problème, hein, par exemple, je vous ai mis une illustration autour de la mobilité, et qu'on se dit, ben voilà, on veut solutionner la mobilité dans une ville, eh ben, on pourrait se dire que dégoûter les automobilistes de venir en ville, c'est la voie à suivre, c'est-à-dire que c'est un peu la manière récurrente de penser les choses quand on cherche à solutionner les problèmes de mobilité. Hein. Certaines personnes ont d'ailleurs un concept dominant récurrent, si je puis dire, et face à tout problème, ils ont une tendance naturelle, soit à trouver un bouc émissaire, soit à se victimiser pour trouver solution à ce problème. Okay. Très bien. Alors, lorsque l'explorateur repère un concept dominant, et il faut bien comprendre que toutes les conditionnements de la pensée qui suivent ne sont jamais que des sortes de concepts dominants. Hein. La question de l'artiste, ça va être, existe-t-il d'autres concepts tout aussi pertinents pour changer les choses? Ne pourrait-on pas inventer d'autres options? Ok. Ici, ce qu'on va essayer, c'est de repérer ces conditionnements de la santé, hein, ici de la pensée, excusez-moi, le concept dominant. J'en repère un, et ben, bam, je vais essayer directement de sortir et de voir s'il n'y a pas d'autre façon que de dégoûter les automobilistes de venir en ville, de réduire, enfin de solutionner, pour solutionner nos problèmes de mobilité. Très bien.
Deuxième facteur qui conditionne notre pensée, les postulats. Et c'est tout naturel parce que faire des hypothèses, c'est quelque chose qui est totalement nécessaire pour construire notre pensée. C'est comme ça que on élabore nos savoirs dits scientifiques. Seulement, ces hypothèses, elles sont non seulement parfois intuitives, et elles sont toujours, enfin, acceptées comme vraies, hein, mais c'est pas parce qu'elles sont acceptées comme vraies, c'est une sorte de meilleure version de la vérité qu'on a actuellement. Ok, donc il faut faire attention qu'il y a toujours parfois une très faible probabilité, mais il y a toujours une probabilité, hein, pour que cette hypothèse soit euh, fausse, tout simplement. Voilà. Très bien. Euh, alors, suivant les cas, évidemment, les chances qu'elle soit fausse soient plus ou moins grandes, hein. Je vous dirais que il y a l'hypothèse que le soleil va se lever demain matin, elle est très 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 faible. On est bien d'accord ensemble, hein. Mais parfois, il y a des hypothèses qui sont très faibles finalement, hein, qui sont un peu plus de l'ordre de l'intuition que de la réelle hypothèse. Très bien. Alors, les questions à envoyer à l'artiste sont: quelles sont les hypothèses alternatives ou comment pourrait-on les tester? Ça, ce sont des bonnes questions à se poser. Troisième facteur qui conditionne notre pensée, les limites. Les limites, ce sont des contraintes de faisabilité dues à des données au niveau du temps, du budget, des ressources, et ben, ça va limiter notre façon de penser. Ben, c'est normal, hein, on peut légitimement se demander pourquoi est-ce que j'irais penser à des choses que je sais de toute façon impossibles. Mais attention, ne sous-estimez pas le pouvoir de la démultiplication. Euh, donc voilà, ça vaut la peine quand les limites sont présentes, en tant qu'explorateur, de les lister et de voir en quoi est-ce que ça conditionne notre pensée. Par exemple, il pourrait être déraisonnable de faire voler les voitures ou de penser à ce que ça donnerait. La créativité, non, 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 nous dit l'inverse. Non, non, non. Pensons seulement à nos histoires de voitures volantes. Ça nous donnera peut-être des idées pour autre chose. Voilà. Hein. Deuxième limitation qu'on pourrait s'imposer, la production locale est trop chère. Hein, c'est pas parce qu'elle est trop chère qu'on peut pas y penser. Voilà, hein. Donc, les questions, lorsqu'on repère des limites à envoyer à l'artiste, c'est: que pourrions-nous imaginer si nous n'étions pas soumis à ces limites, hein, et ce qui générera, je le reconnais, souvent des idées extrêmes, mais c'est pas parce qu'elles sont extrêmes qu'elles sont inutiles. Ça nous permettra au contraire de sortir très efficacement du cadre qu'on s'est fixé, et donc de pouvoir diverger de manière relativement aisée au moment où l'artiste va prendre les commandes. Trois facteurs supplémentaires, dont le quatrième est les facteurs incontournables. Ici, ce sont bien des facteurs qui doivent être absolument pris en compte pour des raisons souvent légales ou sécuritaires. Hein. Par exemple, on voyage assis, ceinture attachée, en avion. Okay, celui-là, je l'ai repris parce que hein, une compagnie low cost a un jour proposé de faire des avions où tout le monde était debout. Ben oui, et j'ai trouvé ça, je me suis dit, bah là, hein, ils ont fait preuve de créativité, ils sont passés par hein, voilà, un évitement d'un conditionnement de la pensée autour de ce facteur incontournable. Bon voilà, ça a été refusé, hein, mais bon, soit, je trouvais ça mignon. La concurrence garantit les prix les plus bas, ok, hein, on a l'impression que hein, c'est la manière incontournable de garantir les prix les plus bas. Et ben ça, je vous assure que ça pourrait être remis en question. Voilà, les questions envoyées à l'artiste quand on détecte un facteur incontournable, c'est: pourquoi devons-nous toujours inclure ces facteurs et à quoi pourrions-nous penser si ces facteurs étaient levés? Très bien. Cinquième type de facteur de conditionnement de la pensée, les facteurs d'évitement.
Ici, ce sont des facteurs qu'on sait, qu'on pourrait éviter, mais enfin des facteurs qu'on sait qu'on pourrait prendre en compte, mais on ne préférerait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des conséquences négatives de trois ordres souvent. La première serait des conséquences dues à leur traitement ou à leur compréhension. C'est juste des facteurs voilà, qui entraîneraient une complexité difficile à gérer. Voilà. Ou ils sont contre nos croyances, nos valeurs, ok, hein, on dit non, non, on veut pas ça. Ou encore, ils sont contre nos intérêts. Je dis, ouais, si on utilise ça, après, on va avoir des problèmes. Et non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas. Ok. Hein, par exemple, eh ben, on préférait éviter de mettre en place une réglementation qui ferait appel à plus de policiers sur le terrain, vu qu'on en a déjà pas assez et que c'est déjà compliqué à gérer comme ça. On voudrait éviter aussi de mettre en place des pénalités qui contrarieraient les électeurs et qui empêcheraient notre réélection. Ok, facteur d'évitement. Voilà. Alors, quand on repère un facteur d'évitement, comment le gérer? On l'envoie à l'artiste pour se poser des questions du type comment embrasser cette complexité, ok? Hein, comment gérer cette complexité ou que pouvons-nous faire en passant outre nos croyances et nos intérêts. Ok, hein, toujours dans un esprit de fournir du bois à la démultiplication. Bien. Dernier facteur du conditionnement de la pensée, un que j'aime beaucoup, ça me rappelle les mamans qui disent mon petit chéri, est-ce que tu voudrais des brocolis ou des épinards? Hein, c'est un choix présenté comme exclusif et qui oblige finalement à un certain nombre d'options, soit l'un, soit l'autre, ouais. Ok, hein. Nous devons soit aménager la circulation, soit interdire la ville aux voitures. Ok, mais quand on repère quelque chose comme ça, on peut se demander d'abord si toutes les alternatives ont été proposées. Ok, et ensuite, s'il n'y aurait pas des propositions intermédiaires entre les alternatives, hein, voir des manières de les combiner. Voilà, toutes des choses qu'on pourrait faire avec une polarisation. Très bien. Alors, on verra donc tout ce que j'ai fourni à l'artiste ici, hein, ce sont tous des points qu'on va appeler de provocation qui vont lui permettre de diverger de manière relativement efficace. Comme pour le challenge des processus, le challenge des facteurs de conditionnement, eh ben, il part de notre explorateur qui doit prendre conscience de ce qui nous paraît constituer hein, ces facteurs de conditionnement. Et ben voilà, on a fait la liste ici de ce qu'il fallait identifier et expliciter pour pouvoir envoyer ces points à l'artiste qui les remettra en question afin de trouver des idées hors facteur et de pouvoir rebondir dessus. Bien, on en a terminé avec l'observation et peut donc passer à l'imprégnation. Alors, je ne sais pas si j'ai très bien choisi mon dessin d'illustration parce que ben, l'imprégnation, c'est une pénétration lente et profonde d'une influence intellectuelle. Le principe ici, c'est de mettre en place des choses qui vont nous permettre de vivre ce problème, de nous l'approprier, de nous le mémoriser, hein, et donc on va vouloir visualiser, décrire, représenter, écouter, interagir avec les différents éléments de ce problème. Alors, comme pour l'observation, les modèles que je vous propose ne sont jamais que des modèles, hein, et ils pourraient tout à fait il en existe même des tas d'autres, donc n'hésitez pas, si vous avez du temps maintenant à consacrer à ça, à vous demander simplement quelles seraient les différentes manières de m'imprégner des tenants et des aboutissants d'un problème. Bien, alors allons-y maintenant sur l'organisation de ces points d'observation. Ok, Euh, c'est important de comprendre que certainement quand vous êtes dans une focalisation large, euh,
c'est pas évident de mémoriser des choses, ok? Notre cerveau est plus enclin, excusez-moi, à mémoriser quand il est dans une focalisation étroite. Donc, vous allez devoir finalement noter toutes les idées, tous les points de focalisation auxquels vous êtes confrontés au moment où vous les imaginez. Hein. Donc, la première chose, hein, vous notez, hein, vous dites, tiens, ce serait intéressant de regarder ça de plus près, vous le notez. Ok, très bien. Histoire de pouvoir au moins y revenir ultérieurement. Hein. Donc vous aurez une liste de points de focalisation possibles, et là vous pouvez, hein, pour chacun d'eux, sonder rapidement le potentiel hein, d'idées nouvelles données par ce point de focalisation. Très bien. Vous y consacrez 3 à 5 minutes et vous regardez, tiens, est-ce que sur ce point de focalisation, j'ai beaucoup de choses qui hein, me viennent à l'esprit. Hein, si oui, je dis ok, hein, ça c'est quelque chose que je pourrais hein, garder pour au moment où je mettrai ma casquette d'artiste et que ça aura beaucoup de potentiel. Ou je peux décider de directement hein, mettre ma casquette d'artiste et à chaque fois que j'ai observé quelque chose, eh ben, rentrer dans ma divergence et essayer d'en extraire de manière systématique avec toutes les techniques qu'on verra par la suite à tout ce que pourrait m'offrir ce point de focalisation. Okay. Donc c'est important de voir que ici on a un choix hein, et ça a été symbolisé un petit peu par les différentes manières de voyager dans le processus hein, et donc ça ben, on a le choix de systématiser les choses de manière différente. Bon. Alors, revenons à notre imprégnation. Il s'agit ici de se créer un modèle de la réalité. Okay. Nous avons un pauvre cerveau humain qui n'est pas capable d'appréhender la complexité de la réalité comme un tout, hein, c'est comme ça, il faut l'accepter. Donc on va vouloir se créer un modèle histoire de s'imprégner de notre perception de cette réalité. Hein. Et ce modèle, il va devoir inclure deux choses. C'est l'ensemble des informations nécessaires à la créativité et à la résolution hein, de ce problème. Hein. Donc je vais devoir finalement de manière préférentielle, lister et décrire tous les faits. Hein, et donc il y a deux choses qui sont importantes là, c'est que d'abord une certaine exhaustivité des faits, et d'autre part le fait que ce soit des faits et pas des préjugés ou des illusions. Okay hein, donc c'est important. Rien que la définition d'un fait, c'est déjà quelque chose hein, auquel il faut un petit peu réfléchir, hein, c'est dire ok, hein, comment décrire un fait, qu'est-ce qu'un fait, voilà. Et alors l'autre aspect c'est quels sont les inconnus, donc quelles sont les informations qu'il me manque, bien sûr, mais aussi ben, voilà, quels sont les paramètres inconnus que je peux retrouver grâce aux paramètres connus. Deuxième aspect des choses, je vais vouloir distinguer les symptômes de ça, j'ai mis de ça, je pourrais mettre de ces causes sous-jacentes. Hein. Quelles sont les causes, quels sont les effets, et classer ça de manière intelligible. Finalement, je vais me demander s'il y a une certaine tendance qui se dégage. Ok, est-ce que je peux, voilà, dégager une tendance de tout ce modèle que j'ai élaboré. Bien, alors je vous propose deux outils pour faire ça, qui sont la carte heuristique et la carte conceptuelle. Ces deux cartes ont en commun d'organiser, de contextualiser la connaissance pour la comprendre et la mémoriser. Maintenant, elles ont aussi des différences majeures. Bon, elles ont déjà pas été inventées par la même personne, hein, Tony Buzan pour la carte heuristique et Joseph Novak pour la carte conceptuelle. La carte heuristique s'organise autour d'associations. Donc, on part d'une idée principale, centrale, souvent illustrée par une image, et on y va, on va regarder dans
toutes les directions, ok, avec voilà, on va essayer de regarder pour voir qu'est-ce qu'on peut associer avec ce thème central. Alors, euh, évidemment, ces associations vont partir de mon environnement, hein, en parcourant d'ailleurs la carte heuristique qui décrit ce qu'est une bonne carte heuristique, eh ben, vous pourrez voir un petit peu ce qu'on attend, hein, d'avoir des branches principales et des branches secondaires, avec des liens finalement issus d'associations, hein, avec des mots-clés qui me permettent de retomber sur des choses voilà, associées. On essaiera souvent d'utiliser des images, hein, c'est quelque chose qui marche assez bien pour les cartes heuristiques parce que elles illuminent plus de neurones en même temps qu'un simple mot. Voilà, on va volontiers utiliser hein, des couleurs, des liens spéciaux, des styles personnels et originaux, voilà. Donc, pour en revenir à l'objectif de cette carte heuristique, il est multiple, mais il est toujours structuré autour d'associations. Okay, ça veut dire que finalement, la carte heuristique est une carte de toutes les associations qu'on peut faire. C'est donc une carte qui fonctionne de manière assez similaire à notre cerveau. Notre cerveau fonctionne assez bien par association. Bien, alors, on notera aussi que ben, cette carte, elle va permettre de faire le job de l'explorateur, c'est-à-dire d'aller regarder dans l'environnement tout ce qui est associé avec quelque chose, et puis finalement, chaque fois d'en prendre note, hein, et de les mettre, de les rajouter sur ma carte, hein. Euh, on va faire deux autres choses qui vont finalement compléter ça, et c'est intéressant parce que ça montre un petit peu les limites du modèle avec lequel j'ai tenté de catégoriser nos quatre personnages, hein. Je vous avais dit que ben, notre explorateur il était plutôt divergent externe, mais on voit que ici, ben, quand je vais rajouter les choses sur la carte, je vais compléter finalement cette carte avec une exploration divergente aussi, mais interne, c'est-à-dire je vais voir dans ma mémoire, dans ce que je sais, dans ce que j'ai déjà pu observer dans le passé, s'il n'y a pas d'autres choses qui viennent se rajouter là. Très bien. Et puis, je vais aussi pouvoir utiliser cette carte heuristique pour regrouper ces différentes associations avec ben, un point commun. Ok, donc, c'est les différentes hiérarchies structurées par mes branches. Eh ben, elles vont me permettre de faire des catégories, hein. Et ça, faire des catégories, donc trouver un point commun à des choses différentes, ça, c'est une activité convergente interne, hein. Donc, on va voir que ben finalement, cette carte heuristique, je vais pouvoir la développer au niveau des activités de mon explorateur, mais je vais pouvoir finalement la compléter au niveau de mon créatif et encore l'utiliser au niveau de mon juge. Ça, ce sera donc un outil évidemment assez polyvalent de la créativité. Alors la deuxième carte, c'est la carte conceptuelle, où ici on va essayer de formaliser les choses plus autour de liens logiques. Ah, il y a encore une chose que j'ai pas dit, c'est que en principe une carte heuristique se lit dans le sens hors logique, tandis qu'une carte conceptuelle va se lire en principe de haut en bas. Ok, donc le plus important au centre pour la carte heuristique, le plus important en haut pour la carte conceptuelle. Et donc on va descendre de ce concept central et on va descendre avec des liens logiques qui seront ici toujours caractérisés contrairement à la carte heuristique. Hein. Ça va me permettre d'explorer ben, toutes les interactions entre les différentes choses que j'ai pu explorer. Et donc, deux choses que je ne devrais pas manquer quand je fais cette carte conceptuelle, c'est le problème sous-jacent. Enfin, en tout cas, c'est d'arriver jusqu'à mon problème sous-jacent. Ok, hein, le principe est ici, je dis, ah tiens, j'observe que nous avons besoin d'une foreuse. Ok, mais on a besoin de foreuse, on a besoin de trous, ou on a besoin de fixation au mur. C'est
c'est le fait de remonter vers le problème plus global, plus sous-jacent, hein, ben c'est clair que ça va me permettre de mieux réfléchir par la suite. Et l'autre chose qu'on ne doit pas manquer, c'est d'utiliser le pourquoi du pourquoi, ou les 5 pourquoi, hein, parfois on dit aussi les 7 pourquoi, hein, ça dépend des sources. Hein, ici, c'est simplement d'aller explorer, grâce à cette carte conceptuelle, les causalités et les conséquences multiples. Okay, notre cerveau a tendance à simplifier ces causalités, hein, et il existe de nombreux, il existe un biais humain à l'unicité de cette causalité. On a tendance à voilà dire ah c'est ça la cause, ok c'est la cause. Non non c'est pas la cause. Il y a souvent un faisceau de causes, hein, aux choses, comme d'ailleurs il y a un faisceau de conséquences. Bien, hein, deux belles cartes donc qu'on va explorer ensemble. Bien, ça me permet de passer à la dernière étape de l'explorateur, qui est la reformulation. Alors, en guise plutôt d'introduction, hein, je vous ai mis deux manières de formuler la même chose. La première serait tu ne m'écoutes jamais. Et ben voilà, vous savez pas trop quoi faire d'une reformulation comme celle-là, tandis que tu ne me regardes pas quand je te parle, ça c'est quelque chose auquel vous pouvez plus facilement faire quelque chose. Donc on voit que la formulation va avoir pas mal de conséquences, hein, en termes de clarté, parce que jamais c'est pas très clair, hein, en termes aussi d'orientation, parce que ben voilà, je sais vers quoi je dois me diriger si on me dit tu ne me regardes pas quand je te parle. C'est plus compliqué quand c'est tu ne m'écoutes jamais. Voilà. Et en termes de motivation aussi, hein, parce que derrière le jamais, hein, on sent qu'il y a un petit peu de mauvaise foi. Voilà. Alors, comme les phases précédentes, hein, si vous avez un petit peu de temps et que vous avez le temps de vous demander, tiens, quelles sont les différentes façons de reformuler, ben, c'est le moment de le prendre, ok, hein, c'est le moment de prendre, diverger, converger. Il n'y a pas qu'une seule manière de formuler à nouveau et de manière plus correcte les choses. Il y en a probablement plein de bonnes manières, et donc n'hésitez pas à diverger et à converger à cet endroit-ci. Bien, alors, une bonne formulation, c'est quoi? C'est trois choses essentielles. C'est une formulation qui clarifie la compréhension du problème. Okay, c'est important que ce soit clair. Elle identifie les causes racines. Et troisièmement, elle stimule et oriente la créativité vers les solutions. Très bien. Alors, optionnellement, on peut utiliser cette phase aussi pour établir les priorités, hein, parce que dans une formulation, on peut mettre des 1, des 2, des 3, ou des et puis, et des choses comme ça. Donc ça, ça peut être, si je suis face à un problème complexe, ça peut être quelque chose d'envisageable. Et la deuxième option, c'est de faire ça en équipe, parce que ça va développer, hein, l'envie de collaborer et la compréhension commune de ce problème, et probablement que vous risquez de découvrir des choses en cherchant une bonne reformulation. Bien, alors allons-y dans chacun de ces critères, en commençant par la clarification. Ici, il s'agit simplement de prendre du temps pour analyser soigneusement les mots qu'on va utiliser et leurs synonymes. Alors pour ça, on utilise un thésaurus. Je ne vais pas vous illustrer comment est-ce qu'on utilise un thésaurus. Vous pouvez, hein, taper ça en ligne, ou taper simplement synonyme en ligne, hein, le thésaurus étant un petit peu plus riche qu'une simple liste de synonymes. Hein, elle permet d'avoir des mots qui ont d'autres liens, de voir les contraires, etc., etc. Bien, donc ça c'est important, parce que chaque mot finalement va créer un certain ressenti et va créer un certain type de compréhension. Et donc vous voudrez utiliser différents mots et voir chaque fois si vous ressentez la même chose et si vous comprenez la même chose.
Alors, il est évident, mais bon, je le dis quand même, hein, qu'on va éviter les jargons, les abréviations, les termes techniques et les choses qui pourraient biaiser la compréhension. Voilà. De manière un petit peu plus subtile, moi j'aime bien faire appel aux différentes figures de style. Pourquoi? Parce que malgré qu'elles soient délicieuses à entendre, elles dénotent souvent de notre tendance à complexifier les choses. Et voilà, cette complexification pourrait nuire à la clarification. Alors, en allant voir la définition de chacun de ces figures de style, vous pourrez finalement repérer des pièges auxquels vous ne devrez absolument pas succomber, hein, sauf engouement absolument voilà, fort. Mais voilà, alors allons-y. Alors la litote, qu'est-ce qu'elle nous dit? La litote, elle nous dit qu'il vaut mieux éviter d'utiliser la négation. Alors d'abord parce que ça complique les choses dans notre cerveau. En utilisant une négation, notre cerveau a tendance à imaginer la positive de cette négation, hein, d'abord, avant d'avoir la négation. Donc ça c'est quelque chose qui complique. Et puis la litote, voilà, c'est une figure de style qui utilise justement cette négation pour exprimer une affirmation modeste. Et alors parfois on est un petit peu perdu. Ok, donc on évite la négation. Ce n'est pas mal pour dire c'est bien. Ben non, il vaut mieux dire c'est bien directement. Très bien. L'antithèse, eh ben, il utilise une opposition, il utilise un contraste, c'est le jour et la nuit. Ok, donc ça c'est des choses auxquelles il faut faire attention, de ne pas dire quelque chose et son contraire dans la même phrase, sinon on ne sait pas finalement, hein, comment est-ce que on doit interpréter la chose. L'oxymore proche utilise des termes contradictoires pour voilà, renforcer une image par voilà, un vecteur paradoxal. Hein. Une douce violence, un silence assourdissant. On voit que ben, voilà, ça nous permet de donner un peu de relief au discours, mais ça pose potentiellement certains problèmes de clarté. La métonymie remplace un mot par un autre qui lui est contigu ou inclus, c'est-à-dire un mot proche qui veut dire presque la même chose ou un mot qui n'est pas dans le même niveau de détail. Ok, boire un verre pour boire le contenu de la boisson, par exemple. Hein. Lire Balzac pour lire une œuvre littéraire dont l'auteur est Balzac. Ok, donc ça, ce sont des choses qu'on utilise à profusion et auxquelles il faut faire attention parce que c'est une approximation de langage. Et finalement, la métaphore, c'est utiliser une situation qui n'a rien en commun afin de comparer deux éléments. C'est comme, et puis vous prenez quelque chose d'un univers qui est totalement différent, mais qui a une dynamique relativement proche. Alors la métaphore, c'est interdit, hein, en tout cas dans la manière de poser un problème, ça mène souvent à, voilà, à des limites. Bon, parfois face à un phénomène complexe qui a une dynamique connue dans un autre domaine, ça permet de voilà d'appréhender une première fois la dynamique, mais après toute métaphore a ses limites. Hein, c'est un petit peu ça qu'il faut. Hein. Et là, en tout cas, en termes de clarté, ça mène souvent à des sophismes. Voilà. Bien. Alors, une fois que on a compris cette histoire de clarté, on va pouvoir aussi identifier les causes. Alors, les termes employés, et certainement s'ils mentionnent la cause du problème ou pas, eh ben, ils vont orienter notre pensée de manière assez forte. Alors, je vous ai mis un exemple ici, histoire qu'on puisse comprendre. Si je dis je veux trouver le moyen de réduire la paperasserie, eh ben, on peut légitimement se demander si l'objectif est de réduire la charge de lecture. Alors, je peux aussi dire je veux réduire la charge de lecture des cadres, très bien. Ou on peut se demander si je veux réduire la communication entre les cadres. Alors là, ça ne veut pas dire la même chose. La communication, elle est primordiale. Donc je chercherai à
identifier la cause du problème, c'est-à-dire je cherche le moyen de réduire les communications inutiles entre les cadres. Ok. Et là, on voit que en identifiant les causes et en les reformulant de manière complète, eh ben, on va pouvoir euh, mieux orienter la pensée dans la direction qui est la solution de cette cause, évidemment, hein, la résolution de la cause du problème. Très bien. Alors, si vous voulez un outil simple pour identifier, faire le tour de la cause, moi j'utilise souvent le QQO-QCP, hein, qui, quand, où, comment, pourquoi, j'en ai oublié un, qui, quand, quoi, voilà, qui, quand, quoi, où, comment et pourquoi, sans oublier le avec qui, avec quoi, hein, qui vient compléter ce QQO-QCP à merveille. Très bien. Alors, voilà, je dis, ben, ça vaut la peine en tout cas de prendre ça, de faire la liste et de voir si dans ma reformulation, je veux inclure chacun de ces éléments ou pas. Ok, parfois, certains aspects de ces choses sont implicitement comprises et on cherchera plutôt à simplifier, hein, par souci de clarité. Pas de problème, mais au moins vous savez pourquoi vous l'avez pas mis dans votre reformulation. Bien. Finalement, troisième objectif de la reformulation, stimuler et orienter. Alors, trois aspects à cette chose-là. On va avoir des défis d'abord au niveau de l'intensité de l'objectif. Ok, donc on sait que la formulation doit y faire attention parce que il faut qu'elle nous apparaisse suffisamment aventureuse, mais tout de même accessible, hein, et donc ça, je vais formuler ça en fonction euh, du niveau de stress de la période antécédente. Ça veut dire si je suis épuisé, ben, c'est clair que mon degré d'aventure et d'accessibilité sera bien moindre que si je suis en pleine possession de mes moyens. Et puis, pour une histoire de goût, certaines personnes aiment le risque et d'autres un peu moins. Deuxième chose, on va vouloir trouver une orientation positive vers les solutions. Euh, à titre d'exemple, je vous en mis deux formulations qui vont tout de suite nous faire comprendre à quel point la formulation a de l'importance. Cette voiture l'a écrasé, il est presque mort, ok. Comparé à une formation, il vit encore, appelle les secours. Eh ben, on comprend bien que la deuxième formulation est une formulation qui va beaucoup plus rapidement orienter l'interlocuteur vers la recherche des solutions. Ok. Voilà, c'est un petit peu extrême avec voilà un petit bouc émissaire et puis un peu de fatalisme, hein, qui sont finalement deux écueils à côté desquels on voudra passer. Voilà. Et finalement, on va vouloir mettre en évidence l'intérêt des parties prenantes. Ok, suivant la manière dont vous dites quelque chose, vous pouvez éveiller quelque chose qui va être perçu comme un objectif enviable par les parties prenantes qui doivent participer à l'atelier créatif ou pas. Ok, c'est pas la même chose de dire cherchons des moyens d'augmenter la productivité ou cherchons des moyens de faciliter le travail. Ok. Par rapport à des travailleurs, augmenter la productivité, je dis oh, ça y est, on va encore vouloir me mettre plus de travail sur la tête, moi qui suis déjà surchargé, et blablabla, et blablabla. Tandis que cherchons des moyens de facilité de travail, finalement c'est la même chose qu'on demande, hein, mais là on voit les choses de manière beaucoup plus avantageuse. Voilà, eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et on se retrouve pour notre prochaine séance d'exercice. Merci.